Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 3 et de l'épisode 4 de la saison 15 de Top Chef en 2024. J'espère que si la vidéo vous plaît, vous pouvez, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à la partager sur les réseaux sociaux et à commenter cette vidéo pour me dire un petit peu ce que vous en avez pensé. Spoiler, tout de suite, je peux vous dire qu'on va faire 2 épisodes aujourd'hui et que j'ai bien, mais alors adoré l'épisode 4. L'épisode 3, je l'ai trouvé satisfaisant, j'ai pas passé un mauvais moment, mais l'épisode 4, je l'ai trouvé très bon. Alors, il s'avère que, vu que je fais des reviews de temps en temps, que donc il reste du temps, et que voilà, je ne fais pas forcément les reviews, là j'enchaîne quelques épisodes en même temps, et bien forcément ça amène quelques conséquences, c'est-à-dire que si je prends pas mes notes correctement, et bien ça rend les reviews extrêmement compliquées à réaliser. Et là, c'est un cas concret de mes notes ne sont pas claires, je comprends pas totalement ce que je me suis moi-même noté parce qu'en fait, il y a tellement de plats, tellement de productions, tellement d'éléments, tellement de candidats, tellement de règles, tellement d'éléments. Je me souviens particulièrement du concept de cet épisode. C'est les candidats doivent affronter des chefs doublement étoilés qui vont faire des performances particulièrement relevées, avec des thématiques de plats qui ne m'ont pas inspiré grand chose, je vais être tout à fait transparent, et donnant personnellement un plat qui m'a particulièrement marqué, c'est le plat du chef donc doublement étoilé, Johan Conte, qui est un chef 2 étoiles. Il était complètement fou son plat, magnifique, et c'est lui qui va gagner d'ailleurs. Le reste, je suis désolé, mais c'est pas du tout des choses qui m'ont marqué. Sauf un. Voilà, sauf un, c'est-à-dire que pourquoi je trouve que cet épisode 3 n'a pas été aussi bon que l'épisode 4, alors que pourtant il y a des chefs 2 étoiles qui ont mis, qui se sont investis, qui ont tout donné, etc. Franchement là, il n'y a rien à dire, mais ça ne m'a pas emporté, ça ne m'a pas emballé, ça ne m'a pas emmené avec eux. Et parce que les candidats, c'était sympa de les voir cuisiner, c'était sympa un peu de les voir échanger avec les chefs et tout, c'était plutôt cool. Les réactions derrière, les chefs, ils ont vachement joué le jeu, très humble, beaucoup d'humilité, énormément d'humilité. Alors, comparer leurs plats, enfin vraiment on sentait qu'il y avait beaucoup de plaisir d'échange, parce que c'est quand même une prise de risque. Je veux dire, imagine tu goûtes, donc c'est Eric Fréchon qui a goûté, imagine il goûte, il fait bah, c'est vraiment pas terrible, et puis après il y a des plats des suivants qui passent et eux ils disent ah ça c'est des plats étoilés, ça c'est vraiment génial, etc. C'est vrai que c'est quand même un certain risque, mais on sent qu'ils ont été, bah voilà, ils ont été très humbles et très bons joueurs. Et ça c'est ce que j'ai retenu. Mais pour les performances, il n'y a qu'un seul candidat. J'ai vraiment retenu le plat qui est vraiment pour moi quelque chose qui est ressorti, c'est Quentin, qui nous a sorti une chartreuse, une recette que je connaissais assez peu, mais je crois qu'on a déjà eu des formes comme ça, mais pas forcément avec cette recette-là. Et la présentation a été sublime, où vraiment il a soigné pas son dessert, mais son présentation, excusez-moi, pour vraiment faire quelque chose d'extrêmement esthétique. C'était très beau. Alors un peu vieille France peut-être d'une certaine manière, mais c'est un peu l'esprit aussi parfois de certains concours comme cela. Et j'ai trouvé que c'était très beau. Enfin, t'avais envie vraiment d'aller le manger, d'aller découvrir ce truc. Mais c'est vrai que pour moi, cet épisode a eu une bonne idée. Les chefs 2 étoiles ont vraiment fait en sorte que ça fonctionne extrêmement bien. Bravo à eux. Ils ont fait un super moment. Moi, je me suis régalé. Mais dans le sens de les voir pratiquer. Mais pour autant, voilà, il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu des dégustations un peu avec le bouillon. Il y a du avocat crevette, du poireau vinaigrette, de la soupe à l'oignon. C'était sympathique, mais je trouve que c'était pas incroyable. C'est-à-dire que, déjà en plus souvent quand il y a des thèmes qui sont un peu comme de la soupe ou du bouillon, c'est assez rare que ça rentre bien à la télé. Il peut y en avoir, il y a des cas particuliers, mais globalement la télé c'est compliqué. Mais pourquoi? Parce que nous, vu qu'on peut pas goûter, eh ben on les voit faire, mais c'est moins spectaculaire, c'est moins emballant, on est moins dans le truc. Et c'est pour ça que peut-être que le plat que j'ai le plus remarqué, tu vois, bah, c'est la chartreuse peut-être, parce que elle était un peu dans, c'était pas du bouillon, c'était pas des choses comme ça, et c'était plus intéressant à voir, parce qu'on peut avoir des... alors attention, je précise tout de suite, le bouillon c'est extrêmement important dans la cuisine. Tu peux faire un excellent bouillon et ça révolutionne ton plat, un bouillon qui est raté c'est la catastrophe. Il y a des gens, c'est leur spécialité, c'est la sauce. On avait eu des candidats comme ça où leur spécialité c'est de faire une sauce qui déchire. Donc je comprends, tu vois, mais sauf que peut-être qu'à la télévision c'est pas forcément ce qui rend le mieux. Donc voilà. Et c'est la brigade grise au total, à la fin, au bout de toutes les épreuves, qui va s'imposer. Donc c'était plutôt cool. Eric Fréchon va être très bien dans la dégustation, mais il va avoir une tendance qui est un peu problématique
par le fait que les candidats sont vraiment de très bon niveau, probablement cette année aussi, hein, mais c'est qu'il a tout aimé. En fait, donc c'était très dur de savoir qu'est-ce qui était pas bon et qu'est-ce qui était bon, parce que tout était bien. Là, il te dit, oh c'est incroyable, oh ça c'est 2 étoiles, ça c'est étoilé, ça c'est étoilable, ça c'est étoilable, tout était étoilable. Donc après, à force, bah t'es là, tu te dis, mais qu'est-ce qui va gagner, quoi, qu'est-ce qui va s'imposer? Alors il y a eu des fois des petits bémols, mais globalement, c'était tout était de très très haut niveau, et donc pour le téléspectateur, je trouve que c'est pas assez évident. Je veux pas qu'il soit cassant, c'est pas le but, on n'est pas dans Masterchef, tu vois, où à l'époque, il déglinguait les trucs, il les mettait plus bactères, il les faisait pleurer, etc. C'est pas le but. Top Chef, ça a jamais été ça. Parfois, ils peuvent être un peu rudes, tu vois, ils peuvent dire, ah, je suis pas fan, l'acidité, le machin, etc. Mais qu'on puisse nous comprendre comment la réflexion a été menée. Et je trouve que sur cet épisode, c'était pas totalement clair, sauf sur le plat de Quentin, avec sa chartreuse, qui était vraiment, vraiment excellent et qui d'ailleurs a remporté. C'est-à-dire qu'il avait gagné son point dessus, il n'y a pas eu de souci. Et c'est vrai que ce plat ressortait plus que les autres, de mon point de vue. Donc là-dessus, on comprenait, mais pour les autres, je trouve que c'est pas assez évident. C'est mon avis. Donc à la fin, on va avoir Paul-Henri, donc le candidat solitaire, qui va revenir pour mettre en danger, et qui va affronter Arnaud, donc le candidat de la brigade qui va être envoyé comme le moins bon de sa brigade. Le départ est très drôle. Voilà, le départ est très drôle avec Paul-Henri qui part avec son bac et qui en fait part vers la porte de la sortie, enfin pas du tout vers le garde-manger. Donc obligé de recommencer. Et il lui dit mais t'as jamais vu l'émission, c'est pas possible que tu nous fais là. Tu sais pas qu'il est à droite, le garde-manger. Enfin c'était très drôle parce que c'est vrai que le garde-manger je crois n'a jamais changé d'emplacement dans l'histoire de Top Chef. Il y a eu des fois dans Top Chef des gardes-manger qui ont été placés par exemple dans le couloir. On avait eu des trucs comme ça, parce qu'à une époque, pour ceux qui se souviennent, la guerre des restos, ils la faisaient dans le couloir. Il n'y avait pas du tout ils n'avaient pas les moyens peut-être qu'on a aujourd'hui où ils achètent des restos et ils font des restos dans des locaux et tout. Ils les faisaient dans le couloir. Voilà, bon, ça c'est pour les vieux de la vieille, hein, parce que là c'était les premières saisons de Top Chef quand on faisait ça à la rigolade. Ils faisaient ça aussi où ils allaient cuisiner dans les appartements des gens. Enfin, ils faisaient des trucs très très différents. J'aimerais bien qu'ils le refassent. Moi, franchement, là, on est à la 15e saison. Je dis ça, M6, franchement, si vous voulez faire un truc un peu anniversaire, allez recuisiner chez les gens. C'était trop cool d'aller cuisiner dans les cuisines, dans les conditions des gens, où tu pouvais, un peu comme dans la guerre des restos, choisir les appartements par rapport à ce qu'il y a dans le frigo et par rapport à la cuisine proposée. Le matériel, quoi. C'était super intéressant. Dommage que vous le fassiez plus. Vraiment, je sais que ça promet pas de la grande gastronomie, mais justement, c'était hyper bien de les sortir de leur zone de confort. Ça, je trouve que c'est un truc qu'ils ont arrêté de faire depuis de nombreuses années. Et c'est vraiment, vraiment dommage parce que la gastronomie, ce n'est pas que du 5 étoiles, c'est pas que du palace, c'est aussi des choses là. Alors, ils essayent de faire des plats voilà, classiques, là on l'a vu, hein, le poivron vinaigrette, la soupe à l'oignon, etc. Et je pense que retrouver ce côté-là, ce côté proche de la cuisine des gens, je pense que c'est quelque chose que Top Chef ne doit pas perdre, en tout cas de mon point de vue. Voilà, donc le thème c'était la crème brûlée. Donc déjà un dessert, c'est pas un cadeau. Et Paul-Henri va rater sa crème. Bon bah là il n'y a pas de suspense, il va complètement la rater. Mais la foirer, c'est-à-dire que la foirer dans la grande largeur, le truc, tu le vois, ça n'a pas pris, ça n'est pas devenu suffisamment compact et intéressant. Donc voilà, et donc il se fait éliminer, mais c'est juste normal, techniquement, il s'est fait éliminer. Ensuite donc il y a la brigade cachée, ça va être un plat, donc c'est un Wellington, donc en fait c'est une viande préparée avec un feuilletage. Donc là, il y avait le dessert, donc je me suis dit, bah là Paul-Henri, vu que c'est quand même quelque chose d'assez technique, si t'as perdu sur le dessert, qui est quand même une technique malgré tout, même si c'est un dessert, là c'est aussi une technique. Et donc je me suis dit, peut-être qu'effectivement là, c'est vrai que pour le candidat, bah, ça fait 2 fois, on va le tester sur un truc assez technique, ce qui veut dire que si déjà sur le dessert t'étais pas bon, là-dessus, tu peux à nouveau te planter en fait. Et c'est ce qui va se produire, Paul-Henri va reperdre à nouveau. Donc en fait, je pense que techniquement, c'était pas du tout le meilleur de la saison et que ça s'est vu factuellement, ici, immédiatement, avec les 2 thèmes proposés, celui de Pierre Gagnère et celui... et donc les 2 autres continuent évidemment la compétition de la brigade cachée. On passe... bref, j'ai plutôt passé un bon moment, mais sans que ça soit extraordinaire. Même le duel final était pas... Enfin voilà, c'était pas extraordinaire. C'était un bon épisode, mais rien à voir avec l'épisode 4. L'épisode 4 de Top Chef va donc démarrer avec la thématique qui va être proposée, c'est la raviole. Mais c'est pas ça qui nous intéresse. Non. C'est que c'est le qui peut battre. Mais normalement, la tradition veut que le qui peut battre, c'est qui peut battre Philou Etchebest. Oui. Ah bah non. Ah bah non, là cette année, non. Ça va être qui peut battre. En fait, la brigade qui n'est pas celle des chefs en question. Donc
la brigade par exemple, on va schématiser, la brigade d'Hélène Darroze va affronter Paul Perret et Glenn Vielle, et donc pas Philippe Etchebest. Et inversement de l'autre côté, la brigade donc de Philippe Etchebest va affronter Dominique Crène et Stéphanie Lequelec. Donc pas de filou. Pas de filou. Qu'est-ce qui se passe ? On me vole mon filou ? On me vole mon filou, comme ça, dans le plus grand des calmes. À la 15e saison de Top Chef. On se permet de me voler mon filou Etchebest. J'ai ragé un peu. Je l'ai mis sur Twitter, j'ai dit fais chier quand même. Alors, certains ont dit peut-être que ça va arriver plus tard. Je suis pas sûr, moi. Franchement, je suis pas sûr. Je pense que là, on a eu le qui peut battre. Je suis pas certain qu'on ait le qui peut battre Philippe Etchebest. J'espère, parce que pour moi, c'est quand même un truc un peu traditionnel de la saison. C'est comme la guerre des restos, c'est comme la boîte noire. Voilà, c'est comme ça. C'est voilà, il faut du filou. Il faut le qui peut battre filou. Bah, on l'a pas eu le qui peut battre filou, et c'est vrai que c'est un peu dommage. Et donc j'étais là un peu, tu vois, j'ai traîné la patte. Voilà, pour l'épisode 4, ça, je suis arrivé, j'ai fait ouais, Glenn Vielle, Paul Perret, ouais, Stéphanie Lequelec, Dominique Crène, ouais. C'était génial. Voilà, c'était génial. En fait, il n'y a rien de mieux à la télévision où t'arrives et tu dis ouais, franchement, machin et tout. Et en fait, c'est super. Et c'était super dans les deux cas de figure. Alors certains pourraient me répondre, c'est vrai, vu qu'il n'y avait pas trop Hélène Darroze à l'écran, c'est vrai que ça aide. Oui, non, mais ça c'est vos paroles vous engagent, Vous pouvez m'engager évidemment. Mais voilà, c'est vrai que c'était un petit peu, parce qu'on la voyait quand même, hein, faut pas exagérer. Mais c'est vrai qu'on voyait beaucoup donc Paul Perret et Glenn Vielle, beaucoup Dominique Crène et beaucoup Stéphanie Lequelec, un peu moins de Philippe, un peu moins de Hélène Darroze. Et je pense que c'était pas plus mal, si vous voyez ce que je veux dire. Donc bref, c'était génial, on s'est régalé. Alors déjà parce que le thème de la raviole, bah déjà on a vu pourquoi. Paul Perret et Glenn Vielle, c'est des chefs triplement étoilés, 6 étoiles au compteur pour les deux, on l'a vu. Alors ça, on l'a vu. Ah bah messieurs, dames, j'espère que vous êtes accrochés, c'était sublime. Alors je sais on peut pas le goûter, je sais. C'est là que je vous explique souvent que la dégustation est du capital. La dégustation, on voyait bien que c'était un truc au cordeau le machin. Le machin, il était au cordeau. Et pourtant, ils ont vraiment fait de la prise de risque. Ils ont fait fondre leurs ravioles, enfin machin. On sent que le plat, pourtant... Alors, certains ont répondu, on dit, est-ce qu'il n'y a pas un peu de magouille, un peu de triche? Est-ce qu'ils ne connaissent pas le sujet à l'avance? Non, ils ne connaissent pas le sujet à l'avance, en tout cas, j'y crois pas. Je vous le dis tout de suite, j'y crois pas. Parce qu'on sent, quand les chefs, vous voyez, qui viennent, qui se présentent, etc., on sent qu'il y a une sorte de modestie, d'humilité, etc., et on sent pas du tout qu'il y a ce côté de, oulala, si jamais il y en a qui nous battaient, ce serait super grave. C'est pas grave. Regardez, Philippe Etchebest qui s'était même mis à genoux devant un candidat il y a combien, 1 an ou 2 ans. Enfin voilà, on sait pas du tout l'enjeu. Enfin, ou alors je pense que vous vous trompez. Par contre, c'est sûr et certain que oui, il démarre 30 minutes après. Et dans les 30 minutes, ils ont le temps d'y réfléchir. Ah, c'est sûr que 30 minutes, tu passes pas ton temps avec un cerveau qui fonctionne dans la mouise. Non, bah non, pendant les 30 minutes, tu réfléchis. Ils savent certainement aussi un petit peu ce qu'il y a dans le garde-manger parce que voilà, bon bah voilà, ils connaissent un peu les produits, etc. Donc ils savent ce qu'il y a dedans. Il y a toujours un peu les mêmes produits, etc. Donc ils ont le temps d'y réfléchir. Donc je pense qu'en vrai, quand ils arrivent dans le garde-manger, en fait, les 30 minutes, ok, ils en ont perdu un tout petit peu, mais ils perdent 30 minutes, ça c'est factuel, 30 minutes de cuisson, 30 minutes, ça sera factuel. Mais déjà sur ces 30 minutes, il y a déjà un temps où les gars, les gars et les filles, ils vont tous dans le garde-manger et ils sont là un peu à chercher, et eux, ils viennent de découvrir le thème. Eux, ils ont déjà le truc, ils arrivent, clac, 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 ils prennent leur truc et ils vont très vite. Et donc déjà, bah, peut-être qu'en fait, ils n'ont pas perdu 30, mais ils en ont perdu que 20, si vous voyez ce que je veux dire. 20 minutes, en sachant que c'est des chefs de 3 étoiles, donc de grands talents, avec une expérience, avec, voilà, à mon avis, ils ont une capacité à travailler qui doit être au cordeau, hyper cadré, parce que évidemment, quand t'es chef 3 étoiles, t'as une méthodologie de travail, c'est au cordeau, et ben ça s'est vu, et ça s'est vu. Franchement, ça se voyait, je le dis, mais le résultat final, t'as dit, ouais, celui-là, il est 2 étoiles, 3 étoiles. Celui-là, il n'y a pas de problème. Même si les autres n'ont pas démérité, ils n'ont pas démérité, il faut être très clair. Donc voilà, et je l'ai noté super ambiance tout le long de l'épreuve. Ça se charriait pas trop, c'était mesuré, mais on sentait qu'il y avait une ambiance sympa, enfin c'était cool, voilà. Alors donc si une assiette bat les chefs, on sauve toute la brigade, voilà. Donc bah là, comme je vous l'ai dit, je vous ai spoilé, c'est l'assiette des chefs qui va gagner, hein, voilà. Mais dans la dégustation, ce qui va ressortir de la dégustation, c'est toutes les assiettes étaient potentiellement étoilables. Toutes étaient étoilables. Mais la dégustation, malgré cette phrase, avait permis de faire ressortir quand même une assiette qui était un peu plus au-dessus. L'assiette des chefs triplement étoilés. En tout cas, de mon point de vue, évidemment. Mais je ne l'ai pas mangé. Hein. Là, une parole n'engage que moi.
Ensuite, Stéphanie Lequelec et Dominique Crène intègrent le truc. Donc c'est le thème des fruits de mer. Et là, ça a été la fausse bonne idée. Ah, ça a été la fausse bonne idée. Pourquoi? Parce que j'ai adoré le premier. Et vous allez me dire, attends, il a bien aimé les chefs garçons. Est-ce que c'est parce que... Non, c'est juste le thème qui n'est pas bien. Pourquoi? Parce que les fruits de mer, et ben en fait, si vous avez regardé, ils ont fait beaucoup de plateaux de fruits de mer, beaucoup de machins. Ce qui fait que je trouve qu'en termes de préparation, c'était moins impressionnant. Mais je pense que c'est vraiment le thème. C'est vraiment le thème. En plus, voilà, il y a eu des poissons, enfin des coquillages, pardon, où il y avait beaucoup de sable, etc. Enfin, vrai, ça a posé plein de problèmes. Mais surtout, j'ai l'impression que ça... c'est vrai que les coquillages, ça, à mon avis, il y a beaucoup de préparations que tu peux pas faire. Il y a beaucoup de trucs où c'est plus compliqué. Tu peux pas forcément faire des trucs hyper techniques. Tu vas pas faire une raviole enfin, je sais pas, ou une tuile de moule, j'en sais rien. Enfin, tu vois, tu peux peut-être moins faire ressortir vraiment le côté extraordinaire. Et même si je trouvais que le plat des chefs était excellent, voilà, le plat qu'elles ont sorti était excellent, mais c'était moins le wow truc, moins le wow effect qu'on a eu avec l'épreuve d'avant. Mais je le dis, je pense que si on avait inversé, qu'on leur avait donné le thème, voilà, je pense que les deux chefs également auraient galéré, parce qu'on voyait bien que les candidats, je trouve que même eux, c'était pas si extraordinaire, c'était bien, c'était très bien, attention, hein, j'en fais pas la moitié, hein, mais c'était très bien, mais c'était pas extraordinaire. J'ai beaucoup aimé la précision de Paul Perret à ce moment-là où il répond à Philippe. Il faudra que je lui explique la différence entre le minimalisme et l'essentialisme. J'ai beaucoup aimé cette réplique, elle m'a fait rire. Bon voilà, ce que j'ai marqué c'est que j'étais moins fan du sujet. Et donc ce sont à nouveau les chefs qui vont gagner, c'était mérité, moins le côté de waouh, mais voilà. Et puis aussi parce que d'autres ont commencé un peu à se planter, il y en a qui avaient laissé du sable dedans, enfin voilà, c'est vraiment c'était très discriminant cette fois-ci, ça a été beaucoup plus clair. L'épreuve éliminatoire, là, très très dur, thème hyper dur, c'est la bouchée. Thème super dur, c'est super dur comme thème, et ça sentait pas bon pour la gagnante d'Objectif Top Chef, bah bien sûr, parce que déjà, faire une bouchée c'est dur. Faire une bouchée où tu peux ressortir par rapport aux autres, c'est encore plus dur. Faire ressortir une bouchée dans laquelle tu vas faire ressortir les atouts que tu as pour qu'on te sélectionne et en plus il la bouffe à l'aveugle. Alors là, c'est très très dur pour une fille qui n'est pas encore au sommet de son art, qui va encore progresser, qui va encore s'améliorer, qui va encore améliorer sa technique. C'était l'envoyer au casse-pipe. Et c'est ce qui s'est produit. Elle n'a pas démérité, mais je me suis dit ça va être dur. Donc en fait ils ont pris les deux derniers binômes de chaque poule, hein, de chaque... puisqu'il y avait les deux derniers de la poule, parce qu'en fait il y avait un système de classement des assiettes, et donc ils ont pris les deux derniers à chaque fois, et comme ça, voilà, il n'y a pas eu d'injustice sur le classement si vous vous demandez comment on en est arrivé là. Donc ça a été Quentin contre Anissé, contre Arnaud et contre Clotaire, et c'est Anissé qui va s'en aller. Les autres n'ont pas fait forcément bonne impression sur la cuillère, j'ai pas trouvé non plus que c'était si extraordinaire que ça, mais je pense que quand tu as vraiment des techniques, des atouts, et que tu maîtrises totalement son sujet, et que tu es vraiment très doué, je pense que tu arrives plus à faire ressortir ton potentiel sur une vraie assiette. Je dis pas que la bouchée c'est pas une vraie assiette, il y a vraiment, voilà, il faut un talent particulier, etc. Mais je pense que c'est beaucoup plus dur pour Anissé, je pense que c'était pas du tout une épreuve pour elle. J'aurais presque limite aimé la voir plutôt sur l'épreuve peut-être de la semaine dernière par exemple, sur la crème brûlée, je pense que ça aurait été plus intéressant, j'en sais rien, mais voilà, je pense que là c'était vraiment le casse-pipe, quoi. Enfin, de mon point de vue, c'était un casse-pipe. Mais bon, c'est comme ça. Il y en a qui sont sortis hein, les autres années, mais je pense que c'est vraiment très difficile. Donc elle part très tôt, c'est vrai que c'est la déception. Et en même temps, bon, c'est dur de s'attacher aux candidats actuellement. Hein, c'est très très dur, hein, on en découvre peu, et ils sont nombreux, c'est compliqué, donc il faudra attendre. Hein. Je pense que c'est toujours pareil, il faudra attendre à peu près la moitié de l'émission pour vraiment avoir des atomes crochus sur certains. Il y en a qui sont intéressants, il y en a qui commencent à avoir un peu de l'épaisseur, mais je pense qu'on rentrera dans le détail à partir de la mi-saison, je pense. On pourra rentrer peut-être sur certaines personnalités ou vers les quarts de finale, où là véritablement on aura chacun un chef qui aura un candidat sous sa coupe, et où ça tissera des liens qui sont très forts et avec des personnalités vraiment affirmées. Jusqu'à là, ça sera compliqué, il y a beaucoup d'épreuves en binôme, beaucoup d'épreuves où ils sont beaucoup... Enfin, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué, mais je fais de mon mieux. La brigade cachée, donc le Thibaut, Pierre-Pascal qui sont toujours présents et Anissé, qui va donc pouvoir défendre sa chance. La pâtisserie va être proposée comme thème avec le millefeuille, thème technique, très technique, parce que déjà c'est un dessert, le millefeuille c'est pas si évident. Et Anissé va partir, j'étais déçu, après son plat était pas extraordinaire, donc quand je l'ai vu j'ai dit c'est plutôt normal.
Mais franchement, je tenais pas cher de la peau de Thibaut, qui lorsqu'il démarre, en fait, son truc ne marche pas. C'est-à-dire qu'en fait, son dessert est en train de se planter, ça ne fonctionne pas. Au final, il rebondit plutôt bien et il finit par... il y avait vraiment un mental de battant là-dessus. Je trouve que vraiment, c'est un candidat assez intéressant. Je sais pas s'il reviendra jusqu'au bout, hein, s'il arrivera à reprendre, mais c'est un candidat que j'aime bien suivre dans la brigade cachée. Je le trouve une belle personnalité et une belle mentalité. Enfin, il y a un truc sympa qui se dégage de ce candidat. Je dis pas qu'il va aller au bout, je dis juste que c'est plutôt cool. Et que j'aime bien ce qu'il dégage. Je complète d'ailleurs ce que j'avais dit dans la première review, c'est que Pierre Gagnaire, ce que je disais se confirme un peu. Hein, c'est-à-dire que oui, il est présent. Oui, il accompagne les candidats. Mais c'est quand même dilué un peu, c'est-à-dire qu'il vient surtout au début, il leur demande comment ils vont faire la recette. Ensuite, il fait un facecam avec nous, il nous explique ce qu'il pense des recettes, mais il intervient beaucoup moins. Et je trouve que la grande force de Pierre Gagnaire, c'est son intervention. Je sais, c'est un concours, donc peut-être que ça nous sont peut-être moins fans, il y a plus ce côté concours qui peut ressortir là. Mais moi, quand Pierre Gagnaire il vient, et que justement, il vient goûter, il vient te dire fais plutôt ça, ok, c'est vrai qu'il y a une influence. Il y a une influence certes, mais je trouve qu'il y a un vrai échange, il y a un moment, c'est ça aussi la cuisine aussi. C'est ça aussi, et le but c'est qu'à la fin, il arrive à faire sortir le meilleur du candidat qu'il a dessous. Je dis pas qu'on a perdu ça, je dis juste que c'est moins présent qu'avant. Voilà, parce qu'il permet, quand même, il donne des petits conseils, il fait attention, etc. Mais c'est plus réduit parce qu'on sent qu'il faut faire rentrer dans le programme, qu'il y a 3 candidats, il faut les faire manger, il faut faire machin, enfin, ça va assez vite. Il est déjà assez tard le soir, c'est bon, on bosse demain, hein, on a tout un travail, en tout cas ceux qui en ont. Voilà, donc c'est compliqué, mais bon. Et donc c'est Anissé qui est parti, plutôt logique, et on verra bien ce que ça donne par la suite, évidemment. En tout cas, c'était plutôt un très bon épisode, il faut le dire, vraiment je me suis régalé. L'épisode 4 était génial. Le 3 était bien, hein, c'est pas nul, c'est juste que ça m'a pas autant transporté. Mais franchement, j'en donnais pas peu, et j'ai trouvé que l'épisode 4 était vraiment très solide. J'espère qu'on aura quand même le keeper de Philippe Etchebest, j'y crois pas trop, mais on sait jamais. Et en tout cas, c'était vraiment très cool. Le concept des brigades, pour le moment, c'est encore très fébrile. Je trouve que c'est pas très appuyé, contrairement aux autres années. Mais bon, c'est peut-être normal. Mais j'aime bien ce qui se passe entre les chefs. Je trouve que 6 chefs, au final, la mécanique est plutôt sympa. Non, je trouve que cette saison, pour l'instant, démarre plutôt bien. Mais il faudra confirmer évidemment par la suite avec des épreuves de qualité, avec des concepts de qualité, parce que c'est ça qui fait Top Chef, on le voit, hein, là, dans ce que je vous ai parlé, quand vous avez une épreuve de qualité, quand vous avez un concept de qualité, ça change tout, et ça, voilà. Mais vraiment, l'épisode 4 était, pour moi, le meilleur épisode jusqu'à maintenant, sans aucun doute, voilà, vraiment. Mais parce que le concept était très fort, très fort. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires évidemment ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, à la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre ici juste en dessous pour devenir un membre soutien. Et je vous en remercie. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!